Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles de la République démocratique du Congo. C'est un pays qui sort de presque 10 ans de guerre, un pays immense parmi les plus pauvres au monde. Et les élections démocratiques qui se sont tenues en 2006 sont évidemment une avancée en termes de gouvernance, mais est-ce qu'elles vont suffire à restaurer la stabilité dans ce pays? Alors essayons de faire connaissance. Voici la RDC, la République démocratique du Congo. Sa capitale, c'est Kinshasa. Ce pays, c'était le Zaïre jusqu'en 1997. Et avec 2 300 000 km², c'est l'un des plus vastes États du continent africain, à peu près 4 fois la France. Or, depuis l'indépendance, en 1960, l'unité du pays se maintient avec difficulté, et ceci pour plusieurs raisons. Rapprochons-nous. D'abord, première raison, le territoire a des frontières artificielles. Cette ancienne colonie belge a été formée autour du bassin du Congo. Le fleuve fut l'une des voies de pénétration du pays au moment de la conquête coloniale au XIXe siècle. Le pays a une ouverture sur l'Atlantique qui est très réduite, 37 km, soit un petit peu plus que la largeur du delta. Le deuxième facteur qui s'oppose à l'unité de ce pays, c'est la grande diversité ethnique. Le pays a 65 millions d'habitants, répartis en un peu plus de 200 ethnies, dont les principales, Mongo, Luba, Congo, appartiennent au groupe Bantou, et certaines, comme les Congos ou les Lunda, vivent à cheval sur les États voisins. Le Congo est aussi au croisement de 4 grands espaces linguistiques, le Lingala à l'ouest, le Kikongo au sud, le Chiluba au centre, le Swahili à l'est. Le troisième facteur qui menace l'unité, c'est le milieu naturel et les conséquences qu'il peut avoir sur les infrastructures. La moitié du pays est couvert de forêts denses, ce qui rend les communications difficiles. Le fleuve Congo fait au total 4 700 km. Or, il n'est navigable que sur certains tronçons, comme entre Kisangani et Kinshasa, ou bien entre Matadi, qui est un grand port congolais, et l'embouchure du fleuve. À peine 2% des routes sont asphaltées, donc le pays dépend de ses voisins pour les exportations. Si on prend par exemple Katanga, on voit bien que la région est mieux connectée par voie ferrée avec les pays voisins et les ports d'Afrique australe qu'avec Kinshasa, la capitale. Quatrième facteur d'instabilité, justement, ce pays est riche en cuivre, en or, diamants, uranium, en cobalt, en étain. Il y a du coltan, qui est ce minerai rare, qui est utilisé dans la production de puces de téléphones portables. Il y a aussi du bois dur, un peu de pétrole. Eh bien, ces ressources sont attractives et évidemment, elles suscitent des rivalités de pouvoir. À l'intérieur du pays, car ces matières premières garantissent une rente, qui d'ailleurs a surtout profité à l'élite politique et non pas à la population. Plus de 75% des Congolais vivent avec moins de 1 dollar par jour, mais aussi des rivalités à l'extérieur, donc à l'échelle régionale. Ces richesses ont entretenu les conflits qu'a connus le Congo à partir de 1996. Alors pour comprendre, changeons d'échelle. La RDC a 9 voisins. La Zambie et l'Angola au sud, le Congo-Brazzaville au nord-ouest, la République centrafricaine et le Soudan au nord, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l'est. Or, le génocide qu'a connu le Rwanda en 1994 a eu des conséquences directes sur la stabilité du Congo. Rentrons dans le détail. Plus d'1 million de Hutus venus du Rwanda voisin s'enfuient en 1994 et s'installent dans la province du Kivu en RDC, qui s'appelle alors le Zaïre. Or, parmi ces Hutus se trouvent des milices ayant participé au génocide rwandais. Elles lancent des attaques contre les Tutsis rwandais, mais aussi contre les Tutsis zaïrois, avec le soutien de Mobutu. Ce qui fait qu'en réaction, le Rwanda, dirigé par les Tutsis, et son allié ougandais, se mettent à appuyer les mouvements d'opposition au pouvoir de Mobutu. Le principal mouvement est dirigé par un certain Laurent Désiré Kabila. Kabila parvient finalement à Kinshasa, où il prend le pouvoir, en renversant Mobutu en 1997. Or, 15 mois après sa prise du pouvoir, Kabila cherche à se défaire de ses alliés, rwandais et ougandais, restés présents dans l'est du Congo. Ce revirement d'alliance conduit, en août 1998, à une deuxième crise qui, cette fois, ouvre sur un partage du pays en plusieurs zones d'influence.
D'un côté, la partie ouest du pays, contrôlée par le gouvernement de Laurent-Désiré Kabila, puis à sa mort en 2001 par son fils, Joseph. Kabila est soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, que l'on ne voit pas là sur la carte. Et puis de l'autre côté, on trouve le mouvement de libération du Congo, le Rassemblement congolais pour la démocratie et plusieurs milices au nord-est. Ils sont appuyés par l'Ouganda et le Rwanda, c'est-à-dire les anciens alliés de Kabila. Ces deux pays justifient leur présence militaire dans l'est du Congo pour contrer les bases arrières de la rébellion ougandaise et rwandaise, mais ils y ont aussi des intérêts économiques. Les officiers ougandais participent au trafic de l'or, du bois, des diamants de la région de Kisangani, et les Rwandais participent à l'exploitation des ressources du Kivu, l'étain, l'or et le coltan. Alors, bilan de cette guerre entre 1998 et 2003, un pays divisé, plus de 3 millions de morts, 1 million de déplacés, 400 000 réfugiés hors du pays. Où en est-on aujourd'hui? En Afrique du Sud a été signé en avril 2003 un accord entre les parties. Un gouvernement de transition a été formé, instaurant le partage du pouvoir entre Kabila et ses opposants dans l'attente d'élections. Elles ont été reportées à plusieurs reprises et se sont déroulées entre juillet et octobre 2006 grâce à une large implication de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans le cadre de la MONUC, ont déployé 18 000 soldats et policiers, principalement au Kivu et en Ituri, pour un budget de près de 1 milliard de dollars par an. C'est la plus importante mission de maintien de la paix de l'ONU dans le monde, à la fois en termes d'effectifs et en termes de budget. L'Union européenne aussi a envoyé en urgence la force Artemis en Ituri en 2003, puis en 2006 la mission de l'EUFOR, 1000 hommes à Kinshasa, pour préparer les élections. Et puis l'Union européenne a aussi été le principal contributeur étranger au budget électoral du Congo. Eh bien, ces premières élections démocratiques de l'histoire du pays ont été remportées par Joseph Kabila, qui a été élu avec la majorité des voix dans 8 des 11 provinces du pays. Sauf que l'unité nationale dont je vous parlais au début reste toujours fragile. D'abord parce que certaines régions de l'est du pays restent soumises à l'influence de groupes rebelles, comme les forces d'autodéfense du Nord Katanga ou les guerriers Maï-Maï au Kivu, et face à ces mouvements, l'armée congolaise est encore mal organisée. Le deuxième défi à relever, c'est celui de l'équilibre financier entre les provinces. La nouvelle constitution de décembre 2005 prévoit un redécoupage des 11 provinces actuelles en 26 entités. Ces nouvelles provinces géreront 40% du revenu national, ce qui revient à quadrupler leur budget actuel. En fait, il s'agit de limiter les tendances sécessionnistes, comme ce fut le cas au Katanga en 1960. Des provinces comme le Kasaï attendent beaucoup de cette décentralisation afin de profiter des revenus du diamant. Même chose au Congo central. C'est une région relativement stable qui attire les investisseurs étrangers pour son potentiel hydroélectrique et son pétrole. Mais il y a aussi des provinces plus enclavées qui ont moins à gagner de cette décentralisation car elles ont peu de ressources naturelles. Alors voilà donc quelques éléments qu'on peut retenir sur ce pays immense, parmi les plus pauvres au monde. La tenue d'élections démocratiques, celles qui ont eu lieu en 2006, évidemment, c'est une bonne avancée en termes de gouvernance de l'État. Aujourd'hui, il reste à construire des infrastructures de transport, consolider les fonctions de l'État et limiter, bien sûr, le phénomène de corruption, désarmer les milices pour former une armée nationale, avec toujours cette même question. Est-ce qu'il faut amnistier les anciens chefs de guerre, par souci de tourner la page politique, ou au contraire les condamner par un tribunal interne ou un tribunal international, par souci de rendre la justice qui parfois peut réparer les souffrances.